Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour la 6e émission de l'Agilité Soprasteria. Avant de commencer et de passer la parole à Thomas, notre sponsor, je voudrais adresser une pensée particulière à Laura Arène, qui a énormément œuvré à l'organisation de cette Agile Day et qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Donc tout ce qui passera bien aujourd'hui, ce sera son organisation. Pour les choses qui se passeront moins bien, venez me voir et on verra avec l'équipe d'organisation pour que ça se passe mieux. Donc merci à tous, merci beaucoup Laura et Thomas. Ouais, merci Mathieu. Effectivement, Laura est retenue sur une urgence projet, genre de projet qui dure 9 mois, quelquefois un peu moins, voilà, et rarement plus quand même. On va s'en tenir à 9 mois, plein de bonnes choses pour elle. On peut commencer par ça. Moi, Laura m'a demandé d'être sponsor de la journée. Alors sponsor, effectivement, moi je suis pas un agiliste professionnel, contrairement à beaucoup de gens dans la salle. Je suis plutôt de ceux qui donnent des moyens. Vous savez, l'innovation, ça se décrète pas, ça s'impose pas beaucoup, ça s'achète rarement ou difficilement, ça serait un peu trop facile. Par contre, on l'encourage, on la catalyse, on met beaucoup de terreau et on fait pousser ça. Voilà. Et vous êtes dans un des chaudrons du groupe Soprasteria, ici, au Next. Bienvenue au Next, bienvenue chez Soprasteria. Et vous avez autour de vous pas mal de passionnés, quelques fous dangereux, je dirais aussi, qui vont faire vivre cette journée pour qu'on ait un maximum d'interactions et qu'on puisse aller très loin dans le sujet de l'agilité. Introduire l'agilité, ou une journée sur l'agilité, pas si évident. Je crois que si je demandais à 2-3 d'entre vous c'est quoi l'agilité, j'aurais sûrement des réponses différentes, méthodologiques, presque spirituelles quelquefois. On a tous un rapport différent au sujet, on a tous une histoire par rapport à l'agilité. Alors, pour ma part, ça a démarré il y a 15 ans à peu près, dans nos métiers. Et à cette époque-là, ça va rappeler des choses. Vous savez, l'agilité, c'était quelques gourous, quelques savants fous qui prêchaient un peu seuls dans le désert, qui avaient du mal un peu à convaincre qu'il fallait faire des projets agiles. Heureusement, ils avaient quelques boîtes de Lego pour s'occuper, mais enfin, c'était vraiment très dur à l'époque quand même de faire sa place. Puis il y a eu toute l'époque avec les pionniers, les téméraires, souvent grâce aux clients, il faut le dire, qui ont osé démarrer l'agile, osé changer cette relation de confiance, un peu cette façon de fonctionner et avancer. Et puis, si on me dit agilité, moi je pense aussitôt aussi à la démonstration de force, voilà, qui est venue après, monter à l'échelle, distribution, etc. La démonstration de force, pour moi, c'est un peu ce boss de fin de niveau qui a fait rentrer l'agilité dans toutes les têtes. C'est ces gars là-bas qu'on dit on va prendre l'artefact humain parmi les plus complexes, les plus chers, celui qui fait rêver, celui que les gamins veulent voir s'envoler dans le ciel, et puis ça sera jamais deux fois le même en fait. Donc je parle pas du bonhomme, hein, on va pas partir là-dessus. C'est pas le sujet, mais il y a des gens qui ont osé faire ça. Et à l'époque, je me rappelle très bien, je rentrais du boulot, dans la voiture, j'entends un grand patron du spatial européen qui explique, il dit attendez, nous on lance Ariane 6 et on n'est pas genre à bidouiller des fusées comme ça qui sont jamais les mêmes. Une fusée, c'est un truc sérieux, c'est un truc de bonhomme, on la dessine pour 30 ans, on bouge pas un boulon, et c'est cette excellence, cette fiabilité que viennent chercher nos clients dans la filière spatiale européenne. En même temps, c'est facile de se moquer. 2 points. Avec le recul, on peut se dire, à l'époque, on était sûrement beaucoup à penser ça, et on se trompe sûrement aujourd'hui sur pas mal d'autres aspects. Donc l'agilité, c'est aussi ça, ça nous invite un petit peu d'humilité. Il y a des choses qui changent. Et puis deuxièmement, il y a quelque chose qui est incroyable par rapport à ça, c'est qu'en 10 ans, ça a complètement changé. Aujourd'hui, un grand patron de filière dirait ça, on serait plusieurs à se rouler par terre et à rire en fait. C'est plus possible. L'agilité est rentrée dans nos mœurs, ça a complètement évolué, on a une nouvelle arme, un nouvel asset pour faire de l'ingénierie, de l'intelligence collective, etc. Cette progression sur 15 ans, voilà, moi c'est mon rapport à l'agilité. Et quand je raconte ça, on peut se dire, bah ok, bah c'est super, on a ce nouvel asset, on sait faire de l'intelligence collective, on sait itérer, faire bosser ensemble des centaines, des milliers d'ingénieurs, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Est-ce que voilà, l'histoire elle est faite, elle est terminée, 15 ans d'évolution, de progrès humain? Justement non, parce qu'il y a des nouveaux paradigmes, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et au premier rang desquels évidemment
de nouveaux amis là, de Silicium. Alors, il y a des IA dans la salle aujourd'hui ou... Non, il n'y a pas d'IA dans la salle. Okay. Ça viendra, c'est sûrement plus vite qu'on pense. Okay. Le summum de la collaboration, l'intelligence collective, synchronisation, la vision business, la priorisation, etc. Nos nouveaux amis, effort de synthèse, constance dans les tests, documentation peut-être un peu facilitée, enfin j'ai envie de dire, etc., etc. Évidemment, il y a des choses à construire. Évidemment, on n'est qu'au milieu du gué. En fait, on va rouvrir un champ des nouveaux important. Donc on va parler de ça aujourd'hui. C'est parmi les sujets qu'on va évoquer. Donc je voulais remercier évidemment toute l'équipe d'organisation. Vous avez ici tout ce qu'il faut pour parler de ces sujets-là et pour ouvrir ces nouveaux champs sur la journée. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Next et bienvenue chez Soprasteria. Merci Thomas. Comme Thomas vient de le dire, en fait, l'IA, on a décidé d'en parler pas mal à notre agilité cette année, vous avez dû le voir dans le programme. La raison est assez simple en fait. Quand vous regardez l'agilité, quand vous regardez l'IA, le lien, ça va être que l'IA vous donne la compétence, la capacité à expérimenter rapidement, à apprendre rapidement. Sauf que l'IA, qui est devenue une compétence au niveau de toutes les organisations, c'est pas une fin en soi, comme l'agilité en son temps. Et le message qu'on va porter aujourd'hui, les différentes conférences que vous allez pouvoir voir, ça va être notamment que l'IA, en tant que compétence au niveau de l'organisation, vous allez avoir une conférence, je crois, dans cet espace de Florent Cordier sur l'IA Mesh, qui va être comment est-ce que l'IA va devenir une partie prenante de toutes vos activités. On va avoir dans l'après-midi des conférences d'Odile Moreau de Scale Agile, on va avoir des conférences de la part d'Orange. Odile, ça va être comment on peut augmenter les rôles product owner, les rôles scrum master et tous les rôles en fait de Safe avec l'IA. Et côté Orange, c'est comment ils ont mis en place de l'IA générative pour enrichir leur rôle métier. Alors, par métier, j'entends product owner, product manager et epic owner. Et c'est cette synergie-là qu'on va chercher aujourd'hui et qu'on va chercher dans le futur. Parce que le but de l'agilité, ça a toujours été d'apprendre rapidement, de forcer la collaboration, d'aller vers une collaboration intense entre les acteurs et d'être capable d'apprendre rapidement, de raccourcir la boucle de PDCA. Et l'IA, c'est un fabuleux outil pour ça, mais c'est un fabuleux outil au service des objectifs métiers, des vôtres, de nos clients chez Soprasteria. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour la 6e édition de l'Agile des Soprasteria. Je vais maintenant passer la parole à notre premier orateur d'une longue série. Donc Olivier Mi. Olivier, je te laisse la parole à présent. Merci à vous et passez une excellente journée avec nous aujourd'hui. C'est la zapette, celle-là ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici et d'avoir finalement cet honneur de pouvoir ouvrir cet événement. Il faut que je fasse quelque chose pour lancer les slides ou... Ah ok, c'est celle d'après ? Ah bah très bien, voilà. C'est bien parce que je viens de découvrir que le thème était l'IA. Et du coup, je ne vais pas en parler. Mais c'est une manière d'ouvrir, vous allez voir, parce que finalement, le cœur de toute organisation aujourd'hui, c'est d'avancer, d'ajouter des choses. Et l'IA en fait partie, parce que c'est la tendance du moment. Mais vous allez voir que le mouvement que je vais vous proposer peut être légèrement différent. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Olivier Mi, donc je suis coach de dirigeant et manager, coach de coach ces derniers temps et coach d'équipe. J'ai lancé un podcast en octobre dernier qui s'appelle Change and Chill. Si vous avez envie justement d'écouter des parcours inspirants, parce que ma passion est vraiment autour de cette petite étincelle qui se déclenche entre la décision et l'action. Et c'est ça que je mets derrière changement. Et donc, vous verrez des profils très différents et qui, je l'espère, pour vous inspirer. Et dernièrement, j'ai lancé un programme qui s'appelle Natural Change Leaders pour les agents du changement, afin que ces personnes puissent développer plus de sérénité et d'impact au quotidien. Voilà 2 mots qui, pour moi, sont assez caractéristiques, on va dire, du monde d'aujourd'hui. Toujours plus. Toujours plus de méthodes, toujours plus d'outils, toujours plus de frameworks, toujours plus de quelque chose. Et on s'est bien rendu compte qu'à force de faire toujours plus, parfois, on avait toujours plus de problèmes. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis.
Paul Václavic le dit, il dit bah, toujours plus de la même chose amène toujours plus du même résultat. Et c'est aussi pour ça que je vous amène ce thème de revenir aux bases avant de passer à l'échelle, parce que j'ai vu beaucoup d'organisations se lancer dans quelque chose de très gros avant même d'avoir fait un premier petit pas. Alors que généralement, avant de courir, on apprend déjà à marcher. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les résultats d'aujourd'hui, le constat, en fait, quand on reprend les State of Agile des 10 dernières années, c'est qu'on se rend compte en fait, que les problèmes sont toujours les mêmes. Donc on a beau avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, on a toujours les mêmes. Bien sûr, vous ne pouvez pas le lire d'ici, donc je vais vous y aider. Le premier, c'est une résistance générale au changement. Le deuxième, c'est un manque de soutien du management. Et le troisième, c'est une culture organisationnelle en contradiction avec les valeurs agiles. Et donc ça, ce sont les 3 causes principales d'échec de mise en œuvre d'agilité, on va dire au sens général. Et du coup, quand on voit ça, la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a encore besoin de plus de méthodes et d'outils, ou est-ce qu'on a besoin de plus d'accompagnement au changement? Bien sûr, c'est assez clair dans ma tête. D'où mon intention aujourd'hui, qui est de revenir aux bases avant de passer à l'échelle, tout simplement parce que c'est important de savoir d'où l'on vient pour pouvoir naviguer plus simplement vers où on souhaite aller. Donc c'est vraiment mon intention aujourd'hui, de revenir à l'essentiel pour que vous ayez cette capacité de choisir de manière plus intentionnelle ce que vous cherchez à faire dans vos propres organisations. Du coup, voilà les 4 sujets que je vais aborder sur les bases, qu'au moins on soit d'accord sur ces éléments-là. On va parler d'agilité, de complexité, d'objectifs et de changement. Commençons par l'agilité. Souvent, quand on vous parle d'agilité, on vous présente ça. Ça parle à tout le monde, je suppose, ici. Donc ça date quand même. On voit que ça vient d'époque. Et souvent, quand on vous parle du manifeste agile, ce qui est intéressant, c'est que, normalement, en tout cas, on focalise l'attention sur les individus et leurs interactions. Mais en fait, ça veut dire quoi, les individus et les interactions? En fait, ce qui est intéressant, quand vous allez sur le manifeste agile, donc sur le site, je ne sais pas si vous avez déjà cliqué sur les liens qu'il y avait en dessous, mais en fait, il y a un peu une histoire derrière tout ça. Et donc, j'ai pris quelques petits extraits parce que je trouve que c'est intéressant de se rappeler de certains éléments qui viennent de l'époque. Je crois que les méthodologistes agiles se préoccupent vraiment des choses molles, c'est-à-dire à livrer de bons produits aux clients en opérant dans un environnement qui fait plus que parler des gens comme notre ressource la plus importante, mais qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants, d'ailleurs en abandonnant le mot ressources. Ainsi, en dernière analyse, l'intérêt fulgurant pour les méthodologies agiles et parfois les critiques énormes qu'elles suscitent concernent les choses molles, des valeurs et de la culture. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il y a eu un mouvement ces derniers temps de redonner l'agilité aux développeurs. Et il faut absolument que l'agilité devienne technique, alors que même là, les gens qui ont écrit le manifeste apportaient le fait que les choses molles des interactions et de la culture étaient finalement le fondamental dans la dimension d'accompagnement agile qui, effectivement, est le plus difficile à mettre en œuvre. Et donc, j'ai fait une sélection d'éléments pour revenir aux bases, encore une fois. Livrer de bons produits aux clients. Il y a un principe qui dit ça. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Gardons ça en tête. Un environnement qui agit réellement comme si les gens étaient les plus importants. Ce 5e principe nous dit que ça peut être bien de réaliser les projets avec des personnes motivées. Je pense que ce n'est pas que l'agilité. Ça pourrait être bien de manière générale quand même. Mais fournissez-leur l'environnement, surtout, et le soutien dont ils ont besoin, et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Et un autre élément qui, pour moi, me paraît essentiel, la simplicité. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et donc la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Ce qui est d'ailleurs intéressant sur ce principe-là, c'est que c'est une traduction qui est incorrecte. Vous connaissez la traduction réelle ou pas?
Non, ça vous dit rien? Oui, exactement, tu y es presque. C'est l'inverse, c'est maximizing. Exactement. Donc c'est intéressant en fait, c'est la simplicité, c'est-à-dire l'art de maximiser le travail à ne pas faire, si vous reprenez la version en anglais. Ce qui donne un sens légèrement différent. C'est-à-dire qu'on a une recherche à ne pas faire des choses, plutôt que l'inverse. Voilà les 3 principes que j'ai gardés, juste pour qu'on le garde bien en tête. D'accord ? Il y en a 12, on ne va pas passer par les 12, mais voilà les 3 qui, moi, me paraissent essentiels à avoir en tête. Et un petit rappel sur la partie agile, qui n'a rien d'un jugement, quel qu'il soit, mais c'est juste un rappel, c'est que agile, ce n'est pas égal à Scrum, et du coup, agile n'est pas égal à safe non plus. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, juste qu'il y a aussi d'autres options. Et plus on a de cordes à notre arc, plus c'est facile de naviguer sur les chemins que l'on rencontre. Complexité. La complexité. Au-delà d'être un sujet et une notion un peu superficielle, ce qui est intéressant dans la complexité, c'est justement de comprendre quels sont les impacts que l'on a derrière ça et qu'est-ce que cela doit impliquer dans nos changements de comportement. Et souvent, on parle de complexité, mais on n'agit pas dans la complexité. Ce modèle qui s'appelle Cynefin nous présente 4 domaines de prise de décision dépendant d'une caractérisation d'un problème particulier. Et donc, je ne vais pas passer par les X domaines, mais je vais surtout parler de ces 2 domaines qui sont au-dessus. Il y en a un qui est le domaine du compliqué et il y en a un autre qui est le domaine du complexe. 2 termes d'apparence assez similaires, mais qui en réalité ont une différence notable dans la manière dont on fait les choses et dans la culture que cela génère. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est là qu'on voit, justement, le rêve et la réalité qui s'entrechoquent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on réfléchit en compliqué, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on pense que l'on peut tout prévoir. Et donc, si on peut tout prévoir, c'est pour ça qu'on va forcer notre attention à essayer de planifier les choses. Et donc à chercher une prédictibilité intense, parce qu'on pense vraiment que c'est possible. Et donc on le fait avec beaucoup d'énergie. Mais derrière ça, donc effectivement, on peut prédire l'avenir par l'analyse, donc on analyse beaucoup les choses. Mais il y a un élément qui, moi, me paraît essentiel, c'est que lorsqu'on réfléchit dans une culture du compliqué, en fait, se tromper, c'est un problème. Ce qui est intéressant, parce que du coup, quand, en tant qu'agiliste, on dit « mais en fait, c'est bien de se tromper », quand on réfléchit dans une culture du compliqué, c'est un problème. Et ce n'est pas parce qu'on a une injonction de l'apprentissage par l'erreur que ça va marcher. Alors que lorsqu'on est dans une réflexion du complexe, on a un mode de fonctionnement différent. On ne va pas chercher à planifier tant que ça. Ce qui va être important, c'est plutôt de prioriser. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer avant de le faire. Et du coup, si on ne sait pas avant de le faire, il y a plein de choses qui risquent d'émerger qui peuvent être des opportunités à saisir. Donc, mieux vaut savoir quoi faire maintenant que de planifier quelque chose qu'on ne fera pas plus tard. Et du coup, si on sait qu'on ne sait pas et qu'on accepte qu'on ne sait pas, se tromper, ça fait partie du jeu. Ça veut dire que dès le départ, quand vous allez faire quelque chose, le fait de réussir est une option, le fait de rater est une option possible. Donc vous voyez déjà que culturellement parlant, ce n'est pas la même chose. Et l'agilité au départ est une acceptation de l'incertitude. D'accord ? Pourquoi est-ce que j'appuie dessus ? Parce qu'en fait, il faut savoir que plus il y a de variables en jeu, plus en fait, vous allez dans le domaine complexe, même si vous avez vraiment envie de vous convaincre que tout est prédictible et tout est analysable. Et ça, c'est peut-être le jeu mental qui est le plus difficile. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Lorsqu'on est dans une acceptation de l'incertitude, en réalité, c'est comme quand on joue au poker. Il y a des joueurs de poker ici ou pas ? Ou joueuses de poker ? Aucun ? Ah si, un peu quand même. Okay. On lève doucement la main, il n'y a rien de grave. Hein, d'accord ? En fait, ce qui est intéressant au poker, au-delà de ça,
Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, en tout cas pour le Hold'em, vous avez 2 cartes au début. Et de par ces 2 cartes-là, vous décidez de payer pour voir la suite ou non. Dit autrement, ça veut dire que vous avez une conviction suffisamment forte pour vous dire « je suis prêt à aller plus loin ou pas ». Mais vous basez simplement sur les cartes que vous avez. Vous n'en savez rien au départ. Et la question qui va se poser, c'est à quel point je suis prêt à parier quelque chose, à quel point je suis prêt à perdre en fait cette mise-là. La complexité, c'est comme ça que ça fonctionne. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à investir pour savoir? Et peut-être que c'est ce que vous faites dans l'IA actuellement. Vous êtes prêt à investir des choses. Vous n'allez pas devoir demander à des gens pendant, je ne sais pas, donne-moi un plan sur 6 mois sur ce que tu vas devoir faire, parce qu'en fait, ils n'en savent rien. Et du coup, la question qui va se poser derrière, c'est quelle perte acceptable je suis prêt à encaisser? Et donc, c'est quoi la conviction que j'ai à ce sujet-là? Et c'est important d'avoir une conviction, parce que si on n'a pas de conviction, on ne peut pas justifier de pourquoi est-ce qu'on fait la chose. Et c'est aussi pour ça que parfois, il y a des projets qui se lancent, qui s'éteignent, et en fait, ça ne change rien pour personne. Avoir cette conviction, c'est ce qui permet de justifier le pourquoi vous mettez de l'argent sur la table. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on préfère amener des sujets aux équipes plutôt que des équipes à des sujets. Tout simplement parce que si vous changez toujours les gens qui vont travailler sur quelque chose, vous créez encore plus d'inconnus. Donc on veut limiter le nombre d'inconnus. Donc malheureusement, même cette logique-là est quelque chose qui n'est pas toujours évident. C'est aussi pour ça qu'on fait aujourd'hui des équipes produits. Mais au-delà du nom équipe produit, c'est simplement qu'on préfère bloquer un système d'interaction que l'on connaît vis-à-vis d'une production qui déjà amène son lot d'incertitudes. Objectif. Objectif, ça va être beaucoup plus simple. Ce qui paraît important lorsqu'on réfléchit en termes d'objectifs, c'est de savoir pourquoi on veut changer. Parce que mettre en œuvre de l'agilité ou de l'IA, ou peu importe en fait ce qu'on met, c'est qu'il y a déjà quand même une volonté de le faire. Mais pourquoi est-ce que je le fais? La deuxième question, c'est pourquoi je veux le faire? D'accord? Il y a une raison, il y a peut-être une douleur, il y a peut-être une opportunité que j'ai envie de saisir. Mais pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est en réalité à quoi ça va ressembler. Quand est-ce que je saurai que j'ai réussi à changer? Et en fait, ces 3 questions-là, elles sont intéressantes parce que c'est ce à quoi répond les OKR aujourd'hui. Il y a une dimension concrète de ce à quoi un objectif peut nous aider à driver notre énergie, notre investissement. Et je reprends les mots de Mathieu, l'agilité, c'est bien un chemin et pas une destination. Et c'est important de le redire et de le redire. Ce n'est pas une fin en soi. Et enfin, je vais aller sur le changement. Sur le changement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a donc 2 modes d'apprentissage. Si vous avez lu le livre de Daniel Kahneman, il y a le système 1 et donc bien évidemment le système 2. Système 1 qui est un apprentissage plutôt par l'expérience, qui est plutôt donc lié aux perceptions sensorielles et donc qui est plutôt rapide. C'est quelque chose que l'on fait de manière un peu automatique. D'accord ? C'est une répétition d'un geste, par exemple. On peut le faire rapidement. Et vous avez le système 2, qui est plutôt un apprentissage par la théorie, qui est notre capacité à créer des liens logiques et donc à intégrer quelque chose en nous pour pouvoir plus facilement le contextualiser ailleurs. D'accord ? Donc il y a bien une différence entre répéter un geste et intégrer quelque chose que l'on peut finalement réappliquer ailleurs. Et du coup, ça marcherait bien si on pouvait apprendre rapidement et en plus intégrer dans différents contextes. Sauf que malheureusement, on est ça, quoi. Parce que ce serait bien quand même si on était ça. Mais non, aujourd'hui, on n'est pas des robots. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le changement, en fait, il est beaucoup plus souvent vécu émotionnellement que logiquement. C'est-à-dire que si on vous explique, intellectuellement parlant, comment le changement va se passer, vous pouvez l'avoir compris intellectuellement parlant. Ça ne veut pas dire que vous avez intégré émotionnellement ce que ça va impliquer chez vous. Et donc c'est aussi ça qu'il est important de prendre en compte lorsqu'on met en œuvre une dynamique de changement, c'est qu'en face
de vous ou dans votre écosystème, il y a des gens, entre parenthèses, qui ne sont pas des robots. D'accord, je le rappelle parce que c'est important parfois de ne pas l'oublier. Peut-être quand on aura des puces dans la tête, ça sera un peu différent, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc du coup, quand on sait ça, il y a donc différentes approches. J'en prends deux, c'est simplement plus facile, il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a une, c'est celle-là. Vous voyez, celle qui est très belle, très carrée, très parfaite, c'est le Big Bang. Et donc, c'est une réorganisation structurelle. Et on aime bien faire ça, parce que c'est beau. Et puis, il y en a d'autres. Une autre manière de faire, qui est plutôt incrémentale, plutôt organique. Et du coup, il y a quand même des intérêts à faire du Big Bang. C'est-à-dire que quand on est dans une situation où on veut restructurer complètement, en fait, le Big Bang a un intérêt parce que c'est rapide, c'est clair, c'est simple. En tout cas, on a l'impression. Il y a un effet d'impact parce que d'un coup, ça y est, on n'a plus les mêmes noms. Voilà, on a l'impression d'avoir changé. C'est un peu comme si on avait changé les murs de chez vous. Généralement, on vous demande avant. Après, dans les organisations, je ne sais pas si on vous demande, mais en tout cas. Et c'est rassurant. C'est principalement ça. Le gros impact d'un Big Bang, c'est rassurant. Il y a quelques inconvénients, bien évidemment. Le risque est élevé parce que du coup, on prépare ça pendant un certain temps souvent et quand on met en œuvre, c'est qui tout double. Soit ça marche, soit ça casse. Il y a souvent une résistance au changement, active ou passive. Il y a souvent des coûts initiaux élevés parce qu'il faut quand même réfléchir à la chose, ça prend du temps. Et il y a souvent une nécessité d'interrompre l'activité. Pourquoi ? Parce que quand on met ça en œuvre, faut arrêter l'activité pour que les gens commencent à changer. Parce qu'il y a vraiment un clapet qui se fait. Bien sûr, ce ne sont que des éléments, des pointeurs. Il y a plus de choses comme ça, mais c'est juste pour vous donner une idée. Une autre approche, donc l'incrémental avec une évolution organique, ça a quelques avantages. Et bien sûr, vous me voyez venir, c'est les avantages des inconvénients. Il y a une certaine réduction des risques parce qu'on fait plus petit, on va être donc plus adaptable, on va plutôt engager les employés parce que c'est une évolution organique. C'est-à-dire qu'on va avoir cette capacité à savoir, vous, qu'est-ce qui est le meilleur premier pas pour vous et non pas pour moi qui vient peut-être de l'extérieur et qui pense que de par un modèle particulier, je vais sauver votre entreprise. Et il y a donc naturellement moins d'interruptions parce qu'on fait plus petit, c'est beaucoup plus facile de continuer en même temps à faire ce qu'on a à faire. Il y a des inconvénients aussi. C'est un temps de mise en œuvre plus long. Pourquoi est-ce que c'est un temps de mise en œuvre plus long, selon vous ? Ça pourrait être ça, sauf que quand tu fais un truc tout petit, d'accord ? Par exemple, quand Facebook fait ses mises à jour ou LinkedIn fait ses mises à jour, en fait, c'est assez facile de les prendre parce qu'elles sont toutes petites. Alors ça, c'est une possibilité. Je vais aller plus loin. C'est juste que quand on fait une évolution organique comme ça, quand vous voyez une plante, ça s'arrête quand de grandir ou de changer ? Jamais. Parce qu'en fait, en vrai, une transformation, c'est pas juste un état A et un état B, c'est le processus qui est au milieu. Et donc du coup, c'est quelque chose effectivement qui peut être très long, simplement parce que ça ne s'arrête pas. La question qui va se poser, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin et jusqu'où je veux aller. Donc en fait, la responsabilité nous revient à nous dans notre prise de décision. Il y a une certaine complexité de gestion, je vais revenir sur ce que tu disais justement, parce que peut-être que si c'est organique, il y a peut-être des branches qui vont aller dans une certaine direction, d'autres branches qui vont aller dans une certaine direction, parce qu'elles ont l'énergie ou les personnes qui peuvent le faire. Et ça, c'est dur à gérer. Et donc, on peut avoir une vision fragmentée. C'est là où, justement, dans beaucoup d'organisations, il y a des gens qui vont plus vite, d'autres qui vont moins vite. Et il y a un besoin de réassurance où on cherche à harmoniser tout le monde. Mais il faut bien comprendre que quand on harmonise les choses, il y a parfois un non-respect du contexte. Mais c'est comme ça. Sans trop de surprise, si moi je devais choisir quelque chose, j'irais plutôt à droite. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on fait de l'agilité, l'agilité est naturellement un mécanisme de gestion des risques. C'est ce pourquoi on l'a fait. Ce n'est pas pour faire plus vite. C'est pour mieux gérer les risques. Pour être plus adaptable et plus flexible, en engageant les employés, parce que c'est aussi ça qu'on veut, et avoir une continuité des opérations. Et au final, quand on fait des sprints, c'est pour faire petit à petit.
Sinon, on ferait un grand sprint de 2 ans. D'accord? C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant. Hein. Du coup, ça, c'était un retour aux bases théoriques. Voilà pour moi ce qui me paraît être la base de la base à connaître au sens théorique. Mais du coup, pratiquement, comment est-ce qu'on peut faire? Vraiment en restant le plus simple possible. En fait, il faut aussi se rappeler qu'au départ, il y a un client. Et ça peut paraître bête, mais quand on va voir certaines équipes, des fois, on ne sait pas qui est le client. Déjà parce que des fois, il y en a plusieurs. La question qui se pose, c'est qui vraiment est le vrai client? Et en fait, un client, c'est qui? C'est une personne qui exprime un besoin et qui espère qu'il soit satisfait au bout. C'est aussi bête que ça. Et du coup, pardon, entre les deux, il y a un service, un processus qui nous emmène, qui transforme un besoin insatisfait en besoin satisfait. Mais du coup, si le service il marche et il satisfait les clients, pourquoi changer? D'accord? Pour moi, c'est une vraie première question. Peut-être que changer n'est pas nécessaire aujourd'hui, parce que l'effort peut être plus intéressant ailleurs. Donc c'est déjà une première question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer aujourd'hui? Par contre, si ça ne marche pas, et si ça ne répond pas à nos attentes, là, oui, il y a peut-être quelque chose à étudier. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Vous avez vu, je me parle à moi-même. Commençons à investiguer. Donc, besoin client exprimé et le service. Voilà les deux choses qu'on va regarder, tout simplement. Et du coup, première chose, on va essayer de comprendre les sources d'insatisfaction. Qu'est-ce qui ne va pas côté client? Et donc, en discutant, vous allez voir que c'est peut-être un problème de qualité, de délai, d'expérience. Mais le fait d'avoir cette conversation-là, déjà, ça vous permet de savoir qui est le client, ce qui est déjà énorme. Et de savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour lui. Parce que ce que l'on définit comme étant un client, c'est la personne qui va vous dire que ça a de la valeur pour lui ou pour elle. Alors que souvent, on va supposer de ce qui a de la valeur pour lui ou pour elle. Complexité, on ne peut pas savoir. D'accord? C'est un pari que vous faites. Et du coup, quand on discute, on a cette conversation-là, ça y est, on a nos objectifs business. On sait pourquoi est-ce qu'on fait la chose. Mais aussi, discutons avec les équipes. Est-ce qu'il y a un problème chez vous? Peut-être. Ça peut être un problème d'efficacité, des blocages, des dépendances par exemple, des tensions. Et en fait, rien que d'avoir la conversation avec les équipes, en fait, c'est qu'on valorise leurs paroles. Ces personnes ne sont plus que des ressources. Ce sont des gens, pas des robots. Et ce temps-là, il est vraiment important. Parce que c'est ce qui permet d'engager les équipes et ça donne des objectifs de moyens. Voilà ce dont nous, on a besoin pour atteindre les objectifs qu'on nous donne. Du coup, en fait, quand on fait ça, l'intérêt, c'est qu'on redonne du sens, on redonne de la motivation, on redonne une clarté sur les objectifs et on engage les personnes. Quand on engage les personnes, à quel problème cela peut répondre dans une transformation? Exactement. C'est qu'en fait, une résistance n'a pas vraiment de lieu d'être lorsqu'on a engagé les gens. Donc si vous avez ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui a été loupé en amont, soit un sens sur les bénéfices, soit un sens sur l'engagement personnel. Qu'est-ce qui est attendu de moi dans cette initiative-là? Deuxièmement, il y en a 3 pour info, étudier dans le système, donc on va analyser les données du système. S'il n'y en a pas, il faut le faire tourner, mais sinon, souvent, il y en a. Et en fait, ce qui est très simple, il faut juste savoir ce qui rentre dans le système. Il y a un service, il faut juste savoir ce qui sort. Et du coup, ce qui rentre, c'est simple, on peut juste se poser la question, mais à quelle fréquence il y a les choses qui arrivent? C'est quoi le genre de demande qui arrive? C'est quoi les différentes sources? Ce qui sort, on peut simplement regarder par exemple le nombre d'éléments qui sortent. Minimum, maximum, pas perdre de temps, ça suffit. Et puis après, dans le processus, il y a un service qui généralement passe par certaines étapes. Vous voyez que j'ai tout donné pour les animations. Et généralement, en fait, ça ressemble à un truc comme ça. Vous voyez, on a toujours du mal avec le terminé. Vous avez vu? Et donc, du coup, on modélise le système. Ça ressemble souvent à un truc comme ça. Et donc, il y a une entrée, il y a des étapes intermédiaires, il y a des transitions, et il y a une clôture, là où on dit que c'est terminé. Voilà ce qu'on cherche à faire, tout simplement. Mais ce qui est intéressant et qu'on oublie souvent de faire, c'est de les écrire, ces règles. Il y a une sorte de notion implicite de c'est comme ça. En fait, si on les écrit, là, ça devient partagé. Et là, vous pouvez aussi impliquer les gens. C'est beaucoup plus facile aussi d'intégrer des personnes, surtout quand vous avez du turnover, qui arrive très souvent.
Du coup, en fait, étudier le système, c'est juste ça. Les entrées, les étapes, transitions, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. En fait, en vrai, on n'a pas tellement plus besoin de ça. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Question que vous vous posez probablement. Non? Vous ne pensez pas qu'il manque un truc? Non, pas tellement. Vous avez vu, j'ai entouré plein de trucs. Il y a des trucs que je n'ai pas entourés. Ah, ça y est, ça ne veut plus. Ah si, ça arrive. Il y a ces trucs-là, là, que j'ai pas entourés. Les moments de rencontre. D'accord? Parce qu'il y a bien des réunions, il y a des choses comme ça qui font que l'on se réunit. En fait, c'est assez simple aussi. Il suffit de se réunir pour réapprovisionner le système. Il suffit de se réunir pour se synchroniser, pour s'assurer que le processus se passe bien. Et il suffit de se réunir pour savoir si, quand on fait sortir la chose, c'est la bonne chose. Ça va? Pas tellement plus, hein. Et donc, étudier le système, ça nous permet d'avoir une compréhension partagée et explicite, et j'appuie sur ce terme-là, du système actuel. Ça nous permet de clarifier le point de départ de l'initiative. Je sais d'où je pars. Si je sais d'où je pars, c'est beaucoup plus facile de savoir où je veux aller, ou en tout cas, quand je vais m'arrêter. Enfin, améliorer le système, simplement créer l'espace pour l'amélioration. Vous connaissez les rétrospectives, c'est une manière de faire, c'est déjà très bien. Et donc, qu'est-ce que je fais rentrer dans une rétrospective? Ma compréhension du système actuel. Ça veut déjà dire donc que je l'ai compris. Des inspirations du marché, de me dire je vais m'inspirer, voilà ce qui existe aujourd'hui. Et des bases théoriques du changement, parce que du coup, si je n'ai pas cette compréhension qu'on n'est pas des robots, en fait, je peux comprendre que je peux faire des petits pas pour changer. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Et en sortie, qu'est-ce que j'ai? J'ai des expérimentations, et normalement, j'ai une date suivante de rétrospective. Tout simplement parce que on navigue. Et donc, pour améliorer le système, on va équilibrer le système. Donc, je vous rappelle, on avait ça au départ. Souvent, on sait maintenant que d'avoir des colonnes dessous en cours terminé, ça marche bien, parce que c'est ce qu'on appelle le flux tiré. Faisons ça. On sait que mettre des limites, c'est bien, même si on n'aime pas, mais c'est bien. Et donc, mettons-en. Et du coup, vu qu'on le fait évoluer, écrivons ces règles. Et du coup, quand on fait tout ça, c'est comme ça qu'on lance une dynamique d'amélioration, pas à pas, qui se heurte de moins en moins à la résistance au changement, simplement parce qu'elle a du sens pour les gens qui la mettent en œuvre, et pas simplement pour les gens qui veulent qu'elle se mette en œuvre. Et il y a une progression consciente vers les objectifs. C'est ça qui est important. Et je vous rappelle, il y a un principe agile que je n'ai pas mis en avant, mais qui est fondamental, c'est que la principale mesure d'avancement, c'est un résultat concret, logiciel opérationnel. D'accord ? Donc en conclusion de la première partie, comprendre les sources d'insatisfaction, ça nous donne donc du sens, de la motivation, de la clarté des objectifs, l'engagement des personnes. Deuxième étape, étudier le système, ce qui nous donne une compréhension partagée du système et ça nous clarifie le point de départ de l'initiative. Et enfin, l'améliorer le système, ça nous permet de lancer une dynamique d'amélioration pas à pas et d'avoir une progression consciente vers des objectifs définis. En vrai, une agilité, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Mais peut-être que transite dans votre tête encore une question. Mais on va en parler juste après. Parce qu'en fait, quand on fait ça, vous avez vu, j'ai tout donné dans cette presse. C'était suite à une conversation avec d'autres coachs qui me disaient, voilà, moi j'accompagne les équipes et les équipes, elles tournent. Et je crois que l'image est bonne. Parce qu'une équipe, c'est quelque chose qui est vivant. Et vous voyez, alors je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, vous savez, les assiettes chinoises. Là. En fait, quand on s'en va, au bout d'un moment, l'assiette, elle tombe. C'est pareil dans une équipe. Comment est-ce qu'on fait pour nourrir la chose? Mais du coup, là, ça tourne, en faisant juste ce que je vous ai évoqué. En tout cas, moi, j'ai cette conviction-là. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on fait. Déjà, c'est une première chose. On sait pourquoi on le fait. On s'adapte en continu, selon nos capacités, parce qu'on a une compréhension de notre système, et les besoins clients, et surtout, sans tout casser. C'est ça, moi, la conviction que j'ai. Une agilité pourrait être simple, en réalité, faite autrement. Mais du coup, j'ai été un petit peu en avance. Peut-être question que vous posez, maintenant, c'est les rôles, alors? J'en ai pas parlé, on les change pas? Non.
Pas besoin au début. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça? Je vous rappelle, là, principe 1, on est focalisé client. Donc on a les objectifs business. 2, on a un environnement propice parce qu'on a compris en fait comment est-ce que ça fonctionne et du coup on déclenche des améliorations qui répondent à des besoins des équipes et des clients. Et je vous rappelle le plus dur, on reste simple quoi. Si en plus je ramène du vocabulaire anglophone dans une structure qui ne parle pas un mot d'anglais, déjà vous êtes sûr de créer de la résistance. Donc autant au départ, en fait, en réalité, on n'en a pas besoin. Parce qu'on a cette notion de changement derrière. Et du coup, on en arrive au meilleur. Passer à l'échelle. Parce que du coup, quand on parle d'agilité, on est beaucoup plus agile quand on est petit. Quand on est gros, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, il faut mettre plus de choses en place. Et donc, passer à l'échelle, c'est parfois une nécessité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une légitimité du besoin d'échelle. Parce que souvent, comme je vous disais, quand on fait une évolution organique, parfois, justement, il y a une incohérence d'ensemble. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une cohérence d'ensemble. C'est plus facile à piloter. Et donc, l'agilité à l'échelle a besoin, à minima, de répondre à 2 éléments. Le premier, c'est une synchronisation. Comment est-ce qu'on réussit à avancer ensemble? Et le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on réussit à s'aligner, aller dans la même direction, ensemble. Super, merci. Donc, malgré la légitimité du passage à l'échelle, il y a quelques éléments à prendre en compte avant. Plus il y a de personnes, plus il y a de dépendance. Retenez cette phrase. Plus il y a d'imprévus. D'accord? Donc, il faut savoir que quand vous vous lancez dans ce genre de choses-là, il y a ces 3 éléments à prendre en compte. Ce qui ne veut pas dire que ça doit vous en empêcher, mais il faut en avoir conscience. Et du coup, comment on peut faire? On va faire pareil. Donc là, j'ai plein d'équipes qui tournent. En fait, on va simplement essayer de visualiser l'organisation comme étant un réseau de services interdépendants. Parce que je fais toujours quelque chose pour quelqu'un. Et du coup, donc si chacun apporte quelque chose à quelqu'un, on va se focaliser sur une petite partie. Donc je les ai juste nommés A, B, C, D. Et puis ici, c'est A qui donne à C, A qui donne à B, etc. D'accord? C'est juste les combinatoires. En fait, on pourrait avoir niveau équipe une visualisation de ce genre-là. Voilà ce que j'apporte à des gens. Et vu que j'apporte à plusieurs équipes, en fait, je peux le visualiser de cette manière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait aussi le visualiser comme ça. Parce qu'en réalité, le cloisonnement qu'on a dans les équipes ne correspond pas toujours au service que l'on rend, de par finalement l'utilisateur final. En fait, on pourrait très bien avoir plutôt un tableau qui ressemble à ça. Parce que ça, c'est un des problèmes principaux que moi je vois sur le terrain, c'est qu'à force d'avoir cloisonné les équipes, on n'a plus le même objectif. Alors que là, en fait, on peut avoir toujours le même objectif, mais inter-équipe. Et ça, c'est quelque chose que je vois assez peu, de manière générale. Deuxième aspect, après avoir visualisé les services, il faut gérer les dépendances et les granularités. Donc ça, probablement que vous l'avez déjà vu, mais si j'ai besoin de quelque chose qui vient d'une autre équipe, simplement, je le fais transiter ailleurs, j'attends que ça se finisse, je le remonte et c'est terminé. C'est simplement une dépendance. Mais si je le vois, c'est facile, c'est léger. Niveau 1, niveau 2, niveau X. Il y a donc 3 dimensions de passage à l'échelle à avoir en tête. C'est bien ce que vous faites normalement. Il y a une notion de largeur. Je vais plus en amont, je vais plus en aval. Mais je suis en horizontal. Je monte. C'est des niveaux de granularité qui sont différents. Avec les fameuses EPICS et je ne sais quel nom encore au-dessus. Et ensuite, en bas, profondeur. Comment est-ce que je m'assure que mon réseau est équilibré et que tout transite de manière fluide? Voilà pour moi les 3 dimensions de passage à l'échelle qu'il faut avoir en tête lorsque on adresse un passage à l'échelle. Et du coup, ce schéma, vous le connaissez? En fait, on fait pareil. Vous êtes au niveau équipe A, C, E, F, peu importe. Par exemple, vous allez faire un réapprovisionnement et un découpage toutes les semaines. Vous allez faire une synchronisation tous les jours, vous allez faire une livraison toutes les 2 semaines,
et vous allez vous adapter toutes les 4. D'accord? C'est ce qu'on fait niveau équipe. Ben, en vrai, on pourrait faire pareil au niveau d'un service. Donc là, je parle de niveau service qui va inter-équipe, de manière à avoir vraiment un entrant d'un client et un sortant pour un client. C'est juste en fait que la granularité va être différente. On va réapprovisionner toutes les 2 semaines, synchroniser toutes les semaines, livrer toutes les 4, s'adapter toutes les 12. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est juste une granularité différente. Pas tellement besoin de faire plus. Le gros challenge, quand on veut fonctionner comme ça, c'est simplement de savoir qui on invite quand. Parce que faire des réunions qui sont récurrentes, en réalité, ça a un intérêt pour nous rassurer. Mais souvent, en fait, ça crée pas mal de gaspillage. Donc la grosse difficulté, c'est ça. Comment est-ce que je réussis à inviter les bonnes personnes au bon moment? Est-ce que vous avez toujours l'impression que vous êtes, vous, invité aux bonnes réunions? Ne réagissez pas tous en même temps, hein, mais... En conclusion, visualiser les services, c'est la première chose. On veut voir ce qui se passe, parce que quand on voit les choses, on peut plus facilement les maîtriser, on peut plus facilement en discuter. Ça nous permet de voir, d'agir et d'apprendre ensemble. C'est ce qu'on veut faire au niveau d'une équipe, c'est ce qu'on veut faire au niveau d'une organisation. Et surtout, ça nous permet d'avoir un collectif qui est aligné sur la situation. Parce que si on ne voit pas le même problème, on ne peut pas voir les mêmes solutions. Je dis souvent que si on n'est pas aligné sur le problème, on ne peut pas s'engager sur la même solution. C'est exactement pareil. Et là, vous pouvez vous rappeler de toutes les réunions que vous avez eues avec une autre équipe. Vous dites, on a besoin de ça de vous, et on vous a dit, c'est pas mon problème. C'est exactement ça. Deuxième, on gère les dépendances et les granularités, parce que quand on veut passer à l'échelle, il y a tous les barreaux là qu'il faut gérer. C'est ça. En gérant les dépendances, vous avez une synchronisation qui est facilitée, des délais qui sont limités, en acceptant le fait qu'une dépendance double vos chances d'être en retard. Donc, du coup, ce qu'on cherche, au contraire, ce n'est pas simplement de les voir, c'est de les enlever. Et ce qu'on cherche à avoir ici, c'est des décisions au bon niveau avec les bonnes personnes. On va avoir cette capacité à ne pas aller dans les réunions qui n'ont pas d'intérêt. Mais ça veut dire que vous savez quel est l'intérêt ou pas l'intérêt. Ce qui veut dire derrière que vous avez cette capacité à vous responsabiliser dans votre décision. Ce qui n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et enfin, équilibrer et adapter le système. Tout ça pour avoir une fluidité de l'organisation et pour avoir une capacité de vous adapter dans un environnement qui est mouvant en appréciant la complexité. Ce qui vous permet de progresser consciemment vers des objectifs définis, mais en tant que gros collectif. Pour, je l'espère, atteindre ce que vous cherchez, mais avant ça. Donc, quelques conseils. Après tous ces conseils que je vous ai passés, voilà en fait un petit résumé qui, pour moi, me paraît être essentiel aujourd'hui. 1. Avant de vous lancer trop rapidement vers cette excitation de ce nouveau truc, comprenez d'abord où vous en êtes et définissez clairement vos objectifs. Parce que parfois, on peut s'oublier très très vite. 2. Écoutez et engagez pleinement les personnes dans votre initiative, parce que comme ça, au moins, vous n'aurez pas à vous battre contre eux après. 3. Privilégiez l'inspiration à l'injonction. Dit autrement, je m'inspire, je regarde ce qui se passe dans le contexte en question, plutôt que de faire un truc parce qu'on m'a dit de le faire, parce que du coup, ça se trouve, ce n'est pas adapté à mon contexte. Commencez petit et apprenez sur le chemin, parce qu'on accepte que l'inconnu existe. Et passez à l'échelle pas à pas, en restant le plus simple possible. Comme ça, vous limiterez les dégâts à la fois en termes de résultats, mais aussi les dégâts humains. Et avec ça, je vous l'espère, vous saurez faire tourner l'ensemble. Merci beaucoup. Je suis bon en timing du coup. Est-ce que vous avez des questions particulières ? Oui ? Excusez-moi. Alors, pour les personnes, oui, je vais répéter du coup la question telle que je la comprends. Comment faire justement pour engager les gens si on ne leur donne pas un vocabulaire différent? En réalité, pour changer, ma conviction, c'est qu'en fait, il faut que ça réponde à un problème.
Il y a beaucoup d'équipes dans lesquelles je suis allé où elles fonctionnent déjà d'une certaine manière. C'est rare aujourd'hui que je récupère une équipe, elle n'a jamais travaillé de sa vie, et du coup, elle ne sait pas quoi faire. Souvent, ils savent quoi faire. Et donc, du coup, le fait simplement de se focaliser sur quel est le problème que vous avez aujourd'hui, quelles sont les forces en présence, et comment est-ce qu'on fait pour y aller ensemble, ça suffit pour créer le mouvement. Parce qu'il y a un intérêt à le faire. La première chose, c'est ça. S'il y a un intérêt à le faire, moi, ok, je vais t'aider à écrire ce truc-là, ou je vais t'aider en fait, à limiter les temps d'attente, etc. Pas besoin en fait, de travailler sur c'est quoi mon étiquette au départ. Parce que les gens ont déjà en fait, une fiche de poste, ils ont déjà des choses en fait, comme ça. Ce qu'on cherche, en fait, c'est aligner les gens sur un objectif commun. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir le maillot de l'équipe. Enfin, tu as le maillot de l'équipe, mais tu n'as pas besoin d'avoir l'étiquette. Par contre, au fur et à mesure que tu as engagé l'équipe, il y a des besoins potentiels qui vont se faire sentir. Et là, peut-être que ça peut être intéressant de mettre des rôles. Mais les rôles émergent plutôt qu'ils sont imposés. Parce que c'est une appréciation en fait, de l'organisme vivant qu'est une équipe au départ. Et pour moi, en tout cas, quand tu imposes un rôle dès le départ, des fois, tu t'empêches de faire autrement. C'est-à-dire que quand tu fais d'abord grandir l'équipe, tu vas te rendre compte que naturellement, une personne qui n'avait peut-être pas l'étiquette, c'est elle qui va prendre le rôle. C'est ce qu'on veut faire émerger en fait, dans une équipe. Donc moi, en tout cas, dans la manière dont j'accompagne, ce qui est ma manière de faire, au début, je ne parle pas de rôle. Et en vrai, je n'en parle que très tard, parce que le besoin ne se fait pas sentir. Du coup, juste avant de terminer, je fais assez rarement un atelier que beaucoup de gens font tous les ans. Il n'y a pas un atelier que vous faites tous les ans et qui semble toujours utile quand on le fait, mais qu'au final, ça ne change rien? Basé sur ça? Non? Les entretiens. Les entretiens. Les rôles et responsabilités, ça vous parle? Des matrices de rôles, responsabilités, ou des RACI, les gens qui aiment bien ça. On aime bien faire ça, mais ça sert strictement à rien. Parce que du coup, ça nous rassure à un moment donné, mais ça ne change pas le fait que les gens, parfois, ont des domaines d'appétence et de compétences qui sont différents. Alors quand tu les focalises sur l'objectif, parfois, tu vas te rendre compte que dans certaines équipes, par exemple, un Scrum Master et un Product Owner, la dynamique va être différente. Et en fait, c'est tout à fait OK. Non, merci pour la réponse, mais ça veut dire qu'il faut arriver à convaincre le management et les RH qu'il ne faut peut-être pas passer par l'étape l'organisation et laisser d'avoir les équipes travailler. Mais merci. C'est une manière de faire, en tout cas. Ouais. Merci. Et pour continuer sur ça, c'est que parfois, en tout cas, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est important, quoi qu'il arrive, d'avoir le soutien du management, mais on voit que c'est souvent les difficultés qui sont toujours présentes. Par contre, lorsqu'on a vraiment des problèmes et qu'on veut quand même aider les équipes à faire un pas en avant, la meilleure manière, c'est de ne pas changer la manière dont ça fonctionne, parce que comme ça, ce n'est pas trop visible à l'extérieur, mais on peut quand même avoir des résultats. Et si ça peut aider les gens dans leur quotidien, pour moi, pourquoi s'en priver? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent? Alors, tu parlais du soutien du management, tu as l'occasion de coacher sûrement des dirigeants. Ouais. Pour beaucoup, dans des très grandes entreprises, sont dans des systèmes compliqués, doivent amener vers des choses un peu différentes. C'est quoi les leviers? Comment les gens arrivent à passer de l'un à l'autre, à porter ses convictions et surtout à réussir à faire diffuser ça dans l'organisation? Ça reste difficile dans des grosses boîtes où tout n'est pas permis. Ouais, ça reste difficile de manière générale parce que ça veut déjà dire qu'il faut apprendre à se remettre en question. Pour moi, c'est la première chose. Si tu apprends à te remettre en question, déjà, tu es plus à l'écoute des autres. Et déjà, dès qu'on travaille sur ça, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a cette capacité très forte en tant qu'être humain de se convaincre de choses qui n'existent pas. Ou de croire qu'on peut avoir le contrôle sur quelque chose. Typiquement la météo. D'accord? Donc on a tous les points de mesure qui existent, etc. Et parce que la météo nous l'a dit, c'est pas normal, on n'est pas content que la météo soit pas ce que les gens ont dit. Mais parce que la météo n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. C'est pareil dans le monde des organisations. On a tellement théorisé les choses de par la science qui semblerait la science en fait à la vérité jusqu'à preuve du contraire, mais du coup en fait apprécier simplement la complexité des choses, c'est déjà, je pense, pour les couches managériales, un exercice qui est intéressant à avoir parce que en fait c'est intéressant de voir que la complexité, en fait c'est la nouvelle simplicité. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on veut travailler sur un problème complexe, typiquement une organisation d'équipe, et qu'on utilise des solutions compliquées, donc énormément d'analyses, plein de théories de je ne sais quoi pour essayer d'avoir en fait une réponse donnée, en fait, on fait, je crois, x34
Il y avait une étude, je crois, du BCG qui avait montré ça. On fait 30 fois plus d'efforts pour le faire. Ça nous coûte plus cher et on a tendance à vouloir faire ça. Pourquoi? Pour répondre à une seule chose, qui est l'incertitude, l'inconnu. Tout ce que l'on fait, en fait, est fait pour répondre à cette peur de ne pas savoir. Apprécier la complexité, c'est accepter qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc, du coup, parce que je ne peux pas tout savoir, je vais faire des paris. Mais des paris, pas au sens je vais parier de l'argent comme ça, mais au sens du poker, de par les convictions que j'ai, qu'est-ce que je suis prêt à engager. Et en fait, ça change tout. Parce que du coup, quand tu fais ça, tu fais naturellement confiance aux équipes. Tu n'as pas besoin de leur demander 3 ans à l'avance, c'est quoi votre plan? Alors que de toute façon, quand elles vont nous répondre, elles savent que ce n'est pas la bonne chose. C'est marrant, c'est tout à l'heure en montant les escaliers, je me dis c'est quand même dingue. On a cette capacité à faire des trucs où on sait très bien que ça ne sert à rien. D'accord? 1 an à l'avance, je vais donner un plan où je sais, quoi qu'il arrive, moi je le sais, les gens qui vont le recevoir le savent, que ce que je vais leur donner est faux. Et j'ai passé des heures dessus. Mais par contre, c'est beau et c'est rassurant parce que c'est écrit quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Donc, Donc, voilà. les leviers chez les dirigeants, c'est du coup les convictions. Première, c'est la remise en question. C'est ça. Oui, c'est ça, on peut voir ça comme ça. La première, c'est la remise en question, qui pour moi est super importante. 2, c'est de comprendre en fait que tout le monde est acteur de ce qui se passe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de soutien du management? Parce que souvent, c'est présenté comme étant une méthode de delivery. Et donc, du coup, si c'est une méthode de delivery, en fait, moi, je ne suis pas concerné, c'est aux équipes de faire. Et entre guillemets, le management 3.0 ou X0 me dit qu'il faut que je fasse confiance. Donc, au contraire, je vais me délester de ça. Alors qu'en fait, j'ai une vraie action à sponsoriser la chose. D'où aujourd'hui, ça a été sponsorisé d'ailleurs. D'accord? Sinon, ça ne peut pas avoir lieu. C'est pareil dans les équipes. D'accord? Donc, il y a une vraie action, en tout cas, à mener dans ce sens-là. Ce qu'on met derrière leadership. Leadership, c'est cette capacité à influencer, à mener en fait des actions pour que les gens vous suivent directement. Je m'arrête là, du coup. Je crois que le timing est bon pour éviter que vous soyez en retard. Non, mais c'était juste pour rebondir justement sur cette notion de comment accompagner le management dirigeant dans cette prise de conscience et accepter l'incertitude, etc. Ça serait quoi un tips, un questionnement qu'on pourrait poser à un manager dirigeant qui a l'habitude de vouloir prévoir à l'avance, demander des plans, etc. Comment on le questionne? Moi, la manière dont j'appréhende la chose, je ne pose pas directement la question comme ça, mais c'est le fond de ma question, c'est quels sont tes objectifs? Aujourd'hui, dans une organisation, vous tous et tous ici, généralement, vous avez des objectifs, vous êtes attendus sur quelque chose. Donc en fait, c'est quel est l'intérêt que moi j'ai à faire autrement que ce que je fais. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas tellement de prise de conscience de quelque chose. C'est au départ, vous, quand vous questionnez, c'est de savoir la personne, elle est où? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne le fait pas? Elle a des raisons de le faire ou de ne pas le faire. Et donc c'est d'apprécier aussi, et c'est ça, je trouve, la posture de l'apprenant. C'est de ne pas toujours vouloir donner des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Donc pour moi, c'est ça. Déjà, savoir quel est le problème. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et au plaisir.